Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Après la thèse avec Cécile. Toujours, bien sûr. Comment ça va, Cécile? Eh ben, ça va super, et toi? Mais oui, bien sûr, parce Je qu'aujourd'hui, dis la même phrase à chaque podcast. c'est possible. C'est vrai que. Mais exactement, Est-ce mot qu'un pour jour mot. tu diras c'est pas ouf en ce moment? Là, il faudrait que je trouve une autre formulation. Trouve en une fait. autre formule. Tiens, on va essayer de voir. Ouais. Comme on a un nouvel invité, peut-être qu'elle aura une formulation. Attention, alors là, tu as beaucoup de pression sur les épaules. Perrine, bonjour à toi, comment ça va? Eh bien bonjour, moi ça va très bien, merci. Et tout le monde va bien à chaque fois qu'elle dans ce podcast. Ouais. Je voudrais un peu de challenge, tu vois. Écoute, ça va pas fort en ce moment. J'aimerais bien que cette prochaine demi-heure, ça nous aide un peu. Écoute, il fait pas beau, donc c'est vrai que ça irait mieux s'il y avait un plus grand soleil. J'aime ces mais gens non, qui sinon, anticipent les questions. Voilà, merci. Tu nous appelles d'où déjà? Redis-nous où tu es. De Suède, donc effectivement je suis au sud de la Suède, donc ça c'est pas encore le Grand Nord, mais donc vers Lund, pas très loin de Copenhague. Ah oui, là, c'est plus proche du Danemark que du reste de la Suède. Ouais, c'est 50 minutes en train, donc c'est pour ça. Souvent oui. les gens pensent à Stockholm, mais je suis vraiment très très proche de Copenhague. Donc, Oui, mais mais t'es bon, pas ça loin reste la de Suède. Malmö, cette C'est grosse ça, ville. c'est à Ok. un quart d'heure. Mhm. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, tu dis qu'il fait beau, mais il fait pas froid? Ouais, alors, je commence à m'habituer au temps suédois, donc ça va. Il fait il fait pas si froid, parce que je sais qu'en ce moment en France aussi il fait froid. Donc, en tout cas, moi d'où je viens, il fait aussi 2-3 degrés. Donc je n'irais pas dire Oui. qu'il fait froid, mais il fait froid pour un mois d'avril. Il neigeait ce matin un petit peu. On a eu une alarme incendie au laboratoire, on a dû sortir sous un petit peu de neige. J'ai genre, bon, on est mi-avril, donc ouais. Et on est au sud de la Suède, donc j'imagine même pas en Laponie. Les temps sont durs en Suède, parce que là, effectivement, Cécile, tu es en minorité, puisque la Suède est surreprésentée dans ce podcast. C'est vrai. Même si aujourd'hui, je suis à Aix-en-Provence, il fait un vent de fou. Mais bon, c'est toujours moi qui suis dans les meilleures conditions climatiques, je pense. Cécile, le temps allemand, raconte-nous. Mais Quelle saison aujourd'hui? alors, ce matin, il y avait de la neige. Non. Et, Ouais. Si. Je Ouais. me suis réveillée sous la neige. Enfin, sous la Oui. neige, c'est un bien grand mot. J'ai vu 3-4 flocons. Cécile est Et passée à puis, Marseille une fois et du coup, elle a pris tous les tics d'exagération. C'est vraiment là, de la neige partout. Et puis là, on est sur un temps mi-printanier, mi-automnal. On ne sait pas trop encore. Ok, oui, l'Allemagne se cherche en termes de saison. C'est ça. Ok. Oui. Du coup, on commence directement. Donc, Perrine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, quel doctorat tu as fait, on est sur quelle thématique? Alors moi, ça va être très biologique, plus médecine, parce que je sais que jusqu'à maintenant, pour la plupart des interviews que vous avez fait, c'était pas trop dans cette thématique. Donc moi, je suis actuellement en post-doctorat à l'université de Lund, donc pas très loin de Malmö et de Copenhague, et j'ai fait ma thèse en biologie cellulaire et moléculaire. Donc je travaillais sur la transplantation en France, et donc je suis en post-doctorat depuis un petit peu moins d'1 an. Ça va bientôt faire 1 an. Ok, médecine, c'est une question qu'on aime bien me poser un petit peu, mais on est sur une passion depuis longtemps, tu t'es trouvé un Ouais. chemin, comment ça s'est passé? Ça a été un processus. Non, je pense que j'aimais toujours déjà les sciences. Les sciences, de manière générale, m'ont toujours un peu passionnée. J'étais fan du bus magique quand j'étais petite. Donc, je sais pas si c'était un signe. Mais en tout cas, non, je pense que dès le lycée, déjà, je voulais faire... Alors, j'ai pas fait médecine, je vais peut-être revenir après, mais je voulais faire médecine. Et je voulais faire médecin-chercheur parce que je voulais faire de la recherche. Mais je savais que médecin-chercheur, ça gagnait bien. Donc, c'était un peu ce que je voulais faire, ou sage-femme. Je ne savais pas trop. Donc, j'ai fait le concours de médecine et je ne l'ai pas eu. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, pour être chercheur, en fait, on n'a pas besoin de passer par médecine. Parce que moi, vraiment, travailler avec des patients, enfin, vraiment le côté hôpital ou même à faire de la médecine, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, déjà, au lycée, je voulais être un peu un rat de laboratoire avec la blouse blanche, travailler dans les labos. Et en fait, j'ai découvert qu'il n'y avait pas besoin de passer par médecine pour faire de la recherche. Donc ensuite, je me suis orientée en biologie. Et j'ai fait biologie... j'ai une licence de physiologie animale. Et ensuite, je me suis orientée... Donc ça, j'ai été à l'université de Lyon. Et ensuite, j'ai fait un master biologie, un peu général, physiologie, neurosciences, un peu de génétique. Et ensuite, mon master 2, c'était très orienté sur les maladies cardiovasculaires, métabolisme et tout ce qui est maladies nutritionnelles comme le diabète. Et ensuite,
pendant ce master, j'ai fait des stages où j'ai commencé à travailler sur la transplantation. Ça m'a passionnée, j'adorais ça. Et du coup, je voulais faire ma thèse. Donc moi, j'ai toujours voulu faire une thèse. Même avant, genre, je sais pas si c'est bien de le dire, mais je crois qu'au lycée, je voulais faire une thèse parce que je voulais être docteur. Mais juste parce que je voulais le titre, je savais pas trop Docteur, du quoi. tout ce que ça voulait dire, mais je trouvais ça stylé dans les films quand tu dis oui, docteur, qu'est-ce que vous en pensez ou dans les laboratoires. Enfin voilà, typiquement le rat de laboratoire qui est docteur, qui est chercheur. Et ensuite, j'ai compris ce que ça voulait dire. C'était de longues études. Et puis après, vraiment, je me suis demandé est-ce que vraiment je voulais faire une thèse et pourquoi je voulais faire une thèse. C'est quand même important de savoir pourquoi et pas juste avoir un titre. Et en fait, voilà, c'était vraiment genre, est-ce que le métier que je veux faire demande un doctorat? C'était surtout ça. Et effectivement, pour être chercheur, bon, bah, la plupart des métiers, il fallait un doctorat. Et puis de toute façon, c'était la continuité des choses. Et donc voilà, donc je suis partie ensuite à Poitiers, dans une petite ville à l'ouest, pour faire ma thèse. Et en fait, je suis partie dans la ville pour le projet de thèse, parce que je voulais travailler dans la transplantation. Et donc, j'avais commencé à Lyon. Et puis, on m'avait dit, bah, c'est bien si tu fais ton Master 2 dans le même laboratoire où potentiellement tu peux faire une thèse. C'est toujours mieux. Et en fait, j'ai postulé. Et c'est avéré que j'ai eu la chance que le laboratoire à Poitiers avait une thèse qu'ils allaient publier. Et du coup, ils m'ont dit, bah oui, écoute, viens faire ton Master 2 et puis on verra. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en thèse, en travaillant sur la transplantation. Et ensuite, à la fin de ma thèse, je suis partie, donc là, en Suède, travailler, donc faire mon postdoc. Et en fait, je ne travaille plus du tout dans la transplantation et maintenant, je suis en cancérologie. J'avais noté là que tu avais fait une partie de ta thèse aux Pays-Bas. Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'était une collaboration. Alors, j'ai fait toute ma thèse à l'université de Poitiers. Et en fait, c'est juste une collaboration qu'on a fait avec un autre laboratoire aux Pays-Bas où je suis partie quelques mois pour faire des manips. Et donc, je suis partie 6 mois en fin de thèse. Parce que Covid fait que tout a été décalé. Et donc, c'est fin de deuxième année, troisième année de thèse. Donc, il faut savoir qu'en France, en tout cas, nous, dans notre domaine, la thèse, c'est 3 ans. À part si on demande une prolongation d'1 an de plus, mais la plupart des cas, c'est 3 ans. Et donc je suis partie aux Pays-Bas quelques mois parce qu'on ne pouvait pas faire les manips là où j'étais. Et donc, j'ai été collaborer quelques mois aux Pays-Bas et ça a été super. Du coup, pendant ta thèse, tu as aussi fait la thèse en 180 secondes. Ouais, c'est ça. Et alors, ouais, en fait, alors comment ça s'est passé Alors, il faut savoir que j'ai toujours aimé aussi vulgariser. J'aime beaucoup parler aussi. C'est aussi pour ça que ça m'a motivée. Et en fait, Pardon, excusez-moi. Comment ça s'est passé? C'est vrai que j'avais oublié ce passage. Alors, ça montre qu'on bosse bien nos dossiers, donc. vrai que- Parce que même les invités, ils oublient qu'ils ont fait des Ouais. trucs que nous, on n'a pas oubliés. Ça, c'est Ah bon. non, mais Et là, ça, ça me je fait le un marque pas, ça blanc, sera là. pas coupé, ça. Il n'y aura pas de coupure au montage. Je Ah vous non. dis tout. J'essaie de gagner du temps pour que Perrine réfléchisse à pourquoi elle a commencé sa 80 secondes. Il n'y aura pas de coupure au montage. Cécile, comment tu vas en attendant? Non, Effectivement, oui, j'ai fait ma thèse en 180 secondes. Alors, c'était en deuxième année. Et donc, effectivement, en première année, j'avais entendu parler de ma thèse en 180 secondes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc en fait, quand on est en doctorat, en France en tout cas, c'est un concours de base qui est francophone et qui commence à arriver à l'international. C'est un concours où en fait, on doit pitcher sa thèse en 180 secondes, tout simplement. Pas 181, idéalement pas moins non plus, c'est vraiment 180 secondes et on doit parler au grand public. Et donc, c'est un peu, de base, j'avais toujours été intéressée à vulgariser un peu la science. Quand j'étais à la fac, j'aimais bien. Et en fait, quand j'ai commencé ma thèse, j'étais de plus en plus intéressée parce qu'en fait, on se rend compte que personne comprend en fait ce qu'on fait. Quand tu dis, ouais, t'es en thèse, tu fais de la recherche, ok, t'es dit quoi? Transplantation, tout le monde connaît. Je commençais à parler de cellules souches parce que du coup, je travaillais aussi sur les cellules souches. Bon, ça parle. Et après, c'est le flou complet, quoi. Personne n'était capable de comprendre. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, ouais, il y a quand même un gros moyen de vulgariser parce qu'au final, on fait des choses qui sont utiles pour tout le monde, mais personne ne comprend ce qu'on fait. Et du coup, c'est là que je me suis motivée à faire ça. De plus, ça me permettait aussi, aussi à l'université de Poitiers, on avait la chance d'avoir des cours de théâtre avec une vraie personne, un Quelqu'un qui vous professionnel. apprenait le truc, quoi. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça, un professionnel qui
qui nous donnait vraiment des cours, qui nous entraînait. On faisait vraiment des cours de théâtre et je trouvais ça aussi intéressant. Déjà, ça changeait du quotidien de laboratoire. Et puis en même temps, ça nous apprenait à s'exprimer en public devant tout le monde. Ça nous apprenait à vulgariser notre projet. Donc moi, je conseille vraiment à tout le monde de le faire. C'est vraiment, même si on n'a pas forcément envie de vulgariser, ça aide beaucoup. Moi, j'avais des gens qui faisaient, pendant la même année, qui venaient là simplement parce qu'elles étaient timides d'intervenir en public. Elles n'osaient pas parler pendant les réunions de groupe, pendant les réunions de labo, quand il fallait présenter en congrès. C'était vraiment pas à l'aise et en fait, ça aide beaucoup. Donc voilà, donc c'est là que je me suis lancée dans le concours de ma thèse en 180 secondes. Et puis c'est là que j'ai bien aimé vulgariser. C'est là que j'ai commencé à apprendre le design aussi. Je ne sais pas si vous vouliez en revenir, mais ensuite je fais du design scientifique en parallèle des projets de recherche. Et je pense que c'est un peu là l'origine de tout ça, où j'ai commencé à tout vulgariser et ensuite, ainsi de suite, j'ai continué dans ma lancée. Ok, et je me demandais, alors je me suis toujours demandé, moi j'ai pas fait le 180 secondes, on l'a fait parce que je faisais j'avais des cours imposés pendant ma thèse au Québec et donc on faisait ce type d'exercice, mais on était évalué dessus, puis c'était juste une classe, quoi. Mais je me demandais si dans le vrai 180 secondes, combien de temps ça te prenait 180 secondes. Non, mais J'ai la réponse à ta question. J'ai pas osé la faire. Mais combien de temps ça te prenait de préparation? Est-ce que c'était très stressant? Je vois qu'il y en a qui ont l'air de stresser. J'aimerais bien avoir aussi ton point de vue par rapport à ça. Franchement, c'est du travail. Après, ça dépend si ça reste un concours. Donc après, ça dépend, je pense, les raisons de pourquoi on le fait. Si on veut vraiment gagner le concours ou si c'est vraiment pour se sentir à l'aise. Je pense que ça dépend des universités. Donc nous, on avait alors, je me souviens bien, je pense qu'on avait des cours de 2 heures. On a dû avoir peut-être 5 ou 6 séances de 2 heures. Donc rien que ça, en présentiel, où on devait faire des cours de théâtre, on travaillait notre texte, on travaillait à parler en public devant les autres. Ensuite, on s'échangeait, on s'entraidait. Ensuite, en dehors de ça, fallait préparer son texte. Donc ça aussi, ça prend du temps pour essayer de pitcher un truc intéressant en 180 secondes sur 3 ans de thèse. Et ensuite, il y a aussi le visuel. Donc, on a une slide à faire qui prend du temps. Moi, j'avais voulu la designer. Alors, c'est avec du recul. Et je savais que ce n'était pas le meilleur design parce que j'apprenais. Mais en même temps, je voulais apprendre. C'était vraiment, je m'étais dit, c'est l'occasion d'apprendre à designer. Ça m'a pris du temps aussi de designer quelque chose parce qu'il faut aussi un bon visuel. On est noté aussi sur la slide qu'on présente. Donc voilà, tout ça prend du temps. Je pense que ça dépend des gens. Mais ouais, c'est quand même c'est du temps en dehors de labo. Donc si on n'aime pas, on a l'impression que c'est du travail. Et moi, je n'avais pas l'impression de bosser là-dessus. C'était aussi une petite pause. Tu vois, on allait avec d'autres doctorants à ce moment-là. Je crois que tu vois, on avait sur les 6 séances pendant 2 heures, on allait faire des cours de théâtre. Ça reste du temps en dehors du labo, qui prend du temps en dehors de nos manips. Mais en même temps, je trouve que ça fait une pause aussi, quoi. C'était sympa. Et puis après, il y a les concours. Il y avait, je crois que la veille, on y était allé pour s'entraîner. Je crois que la veille, on est allé toute l'après-midi pour s'entraîner dans la salle. Et puis après, il y a le jour du concours. Mais ouais, ça prend quand même un petit peu de temps. Ça reste un investissement. Je pense que, je sais pas, en fonction de vous. Nous, au niveau de l'école doctorale, donc je pense que la plupart des écoles doctorales, on a des heures à valider de formation. Et en fait, MC 180 permettait de faire valider des heures aussi. Ouais. Mine de rien, ça reste du boulot. Mais je crois que j'avais validé 15 heures sur les 90 à devoir valider, ce qui n'est pas négligeable non plus. Ouais. Mais ces trucs de théâtre, là, moi, plus j'y pense, plus je me dis, mais c'est un truc qu'il faut faire, que ce soit 180 secondes ou que ce soit même en dehors de la thèse. C'est un truc qui est, je trouve, indispensable quand on veut même rien que passer les concours. Je faisais une répétition pour une audition que j'aurai bientôt, là, avec mon superviseur de thèse il n'y a pas longtemps. Et il me disait, c'est génial, mais il faut que ça soit un peu plus théâtral, quoi. Ouais. Il faut qu'il y ait un peu plus d'émotion, qu'on sente que t'es dedans. Plus le temps passe, plus je me dis, mais c'est tellement utile d'avoir ce genre de formation-là. Donc moi, c'est ce que je conseille. Je pense confirmer ce que je pensais, Ouais, c'est ce que je conseille. Si c'est quelque chose que tu hésites, même après, là, je parlais pendant la thèse, mais je le conseille encore maintenant. Et j'avais conseillé à une personne, pareil, là, à Lund, qui passait des concours. Et à peu près du même principe. Et je l'avais conseillé, elle disait qu'elle n'était pas à l'aise. C'était son point négatif d'être à l'aise devant tout le monde, de devoir passer devant un jury. C'est hyper stressant de base.
Donc si en Oui. plus on n'est pas à l'aise quand on doit communiquer, c'est pas. Puis en plus, on va pas se mentir, le même niveau d'information, si la personne elle va être hyper enjouée, elle va être hyper dynamique, ça va être tout de suite plus intéressant. Et du coup, Ah c'est oui. toujours ce que je conseille. Et puis on est quand même dans des milieux, enfin en tout cas en recherche, on est toujours amené à communiquer, peu importe la façon, que ce soit en congrès, en podcast ou devant l'équipe, ou même on doit passer des concours. Donc il y a toujours des situations où on doit communiquer. On n'est pas toujours derrière dans notre laboratoire ou derrière un ordi. Et ouais, franchement, moi, c'est ce que je conseille tout le temps, de vraiment passer, de faire des cours de théâtre, de faire des cours d'oration, de s'entraîner, parce que c'est vraiment, je pense que c'est des compétences essentielles dans notre travail. Ouais, ça, j'avoue que c'est. Cours de théâtre, c'est un truc que j'aurais bien aimé faire. Tu vois. Parce que Franchement, ouais, vraiment, moi, ouais. c'était top. J'ai eu la chance de pouvoir en faire. Et donc, à tous les futurs doctorants ou les doctorants actuels, faites-le. Et puis, si plus tard, vous avez l'occasion, ouais, franchement, ça aide. C'est Ouais. forcément bénéfique, en fait. Ça va forcément être Même si on est bénéfique. à l'aise à l'oral, ça aide en fait. Oui. Parce que Ah c'est oui, pas parce que moi, je forcément. l'étais. Parce que là, on parle de. Voilà. On parle de Ouais, ouais. timidité, de machin. Alors, c'est bien quand on est timide, effectivement, parce que ça brise la glace un peu. Mais en fait, même quand on est à l'aise à l'oral, ça peut. Alors, c'est vraiment un truc Ouais. que je regrette de ne pas avoir fait ça. Tu vois, alors, je suis un peu. Quand je peux, j'essaye d'être un peu monsieur dictionnaire. Et donc, pour rendre à César ce qui appartient à César, le concours de la thèse en 180 secondes, je pensais que ça venait du Canada, parce que tu disais que c'est un truc francophone, français, et j'avais le souvenir que ça venait Il du me Québec. semblait que j'aurais dit Québec si tu me posais la question. Et c'est ça. Alors, effectivement, ça a été repris par le Québec, sauf qu'originellement, ça vient de l'Australie. Voilà. Rendre donc Ok, grâce aux Australiens. tu vois, je pensais que c'était Voilà. à Québec l'origine. Moi aussi, je pensais vraiment que c'était un truc québécois à la base, et bien pas du tout. Ils l'ont piqué aux Australiens. Alors, non, pas piqué, je plaisante. Enfin, de vous, voilà, Pour attention. inspirer. Ils se sont inspirés, tout à fait. Ils ont importé Et c'est vrai que le concours francophone est beaucoup plus développé que le concours anglais, enfin C'est possible qu'ils soient international, un il peu me plus. semble. Ouais, c'est possible qu'ils soient un peu plus connus. Ouais, ça va peut-être mieux marcher. Parce que du coup, donc, cette thèse en 180 secondes, dont tu ne te rappelais pas au début, au final, bon, tout va bien. J'imagine, mais n'enfonçons pas le clou, mais je vais quand même le faire, que tu l'as pas gagné. Sinon, tu t'en rappellerais. Non. Voilà. Oui, effectivement, sinon je l'aurais. Non. Non, effectivement. Mais non, c'est bâche. vrai que c'était très intéressant, c'est l'année du concours, parce que alors moi, j'ai. Donc là, l'université de Poitiers où on a fait, c'était l'année où le gagnant de l'université de Poitiers a même gagné internationalement, a été le gagnant national et international. Donc Ok. c'était aussi intéressant, quoi. Je me dis, on a eu la chance aussi de pouvoir s'entraîner avec lui. Enfin, c'était super intéressant. Et puis c'était une bonne équipe. On a vachement tous progressé. Donc voilà, c'est vrai que. Non, mais c'est vrai que au final, oui, c'est vrai que c'est pas ce que je retenais, parce qu'effectivement, sur le coup, j'avais pas. Puis en plus, c'est vrai que je me rappelle. Enfin, moi, en plus, le jour du concours, on avait dû garder les masques. C'était période Covid. Et alors, moi, je suis très à l'aise à l'oral. On me met un masque, j'arrivais pas à respirer, en fait. Enfin, ça nous empêche pas de respirer, parce que voilà. Non, mais Vu que t'inquiète, je suis on partisan du comprend. fait que- Mais vraiment, Non, mais j'avais ça chaud, peut, bien puis sûr. etc. T'étais en Et puis en prestation. fait, moi, j'avais basé tout mon oral, enfin toute ma communication sur mon expression aussi faciale, enfin sur vraiment mon expression du visage et tout, mon théâtre là-dessus. Et j'étais là, genre, mais avec mon masque, on voyait plus rien, donc c'était plus la même. Enfin, j'avais pas apprécié forcément. Le jour du concours, c'était pas la même chose. Mais c'est vrai que moi, du rare, ce que je retiens, c'était vraiment. C'est pour ça que j'encourage que même si on n'a pas envie de passer un concours, enfin, ça reste un concours, mais en même temps, c'est pas que un concours. Et moi, dans ce que je retiens, c'était vraiment, ça a été forcément que bénéfice et ça a été super parce que, voilà, aussi, on a partagé. Puis après, on a suivi aussi le reste de la finale nationale, internationale quand il a gagné. Donc, c'était aussi cool. Non, mais c'est une bonne expérience. C'est vrai qu'on a jamais reçu de personnes qui l'ont fait, ou au moins qui en ont parlé. Et c'est vrai que ça valait le coup, parce que vraiment, c'est assez formateur. Parce que, mine de rien, moi, tu disais que tu aimais bien quand même. Bon, on le voit, pour faire la thèse en 180 secondes, du coup, ça veut dire forcément que tu aimes bien communiquer, mais même de façon générale, sans parler de la thèse en 180 secondes. Et du coup, juste après cette thèse, tu as lancé un projet de communication. Quel Alors, est-il ? ça a commencé un petit peu avant. Donc là, effectivement, à l'heure actuelle, j'ai un podcast. Mais alors, je l'ai commencé vraiment. J'ai passé ma thèse 2 semaines après, je lançais le podcast. Donc, c'était un projet que j'avais déjà depuis là. Ça, je pense que MT 180 a commencé un peu tout ça, de la vulgariser. Et en fait, j'aimais beaucoup expliquer un peu l'effet biologique. Et donc, pendant le Covid, il y a eu beaucoup de fake news. Et moi, j'aimais beaucoup un peu démonter ces fake news, expliquer à ceux qui savaient un peu moins. Et en fait, c'est une amie. Je lui fais un petit coucou parce que c'est vrai que c'est elle qui m'a poussée à ouvrir une page Instagram. Donc, en fait, ça a commencé par là. Où elle m'a dit, tu devrais expliquer sur Insta, un peu vulgariser la science. Alors, même s'il y avait déjà des grosses pages Insta,
des youtubeurs, des youtubeuses aussi qui font ça manière très très bien. Mais donc j'ai commencé un peu là-dessus et c'est là que je me suis lancée donc sur le design, où j'ai commencé un peu plus à designer. Entre-temps, donc aux Pays-Bas, c'est là que je suis tombée malade du Covid, mais assez dur, pendant 3 mois où j'étais couchée. Ah oui. Et donc donc je suis assez hyperactive. Et en fait, quand on est hyperactif, qu'on est aux Pays-Bas, on est couché, qu'on ne peut pas faire grand-chose et que le projet de thèse est aussi un peu au ralenti, enfin voilà, on n'est pas... j'ai dessiné. J'ai appris à dessiner, j'ai appris à designer. Je me suis dit, quitte à être couché et que tu peux pas bouger sans avoir de quinte de tout et sans manquer de respiration, dessine. Apprends, fais quelque chose d'utile. Donc, j'ai appris le design scientifique. Donc voilà, j'ai appris à dessiner plein de choses, des organes, des cellules. Et donc ensuite, j'ai ouvert ma page Insta et c'est là, je me suis dit, je communiquais un peu en me disant, ouais, non, c'est quand j'ai commencé donc je donnais des cours pendant ma thèse aux étudiants. Et en fait, donc, c'était la génération où ils étaient confinés. Et c'était première, deuxième année d'université, ils étaient confinés. Et puis, les seules interactions qu'ils avaient avec l'université, c'était avec les doctorants pendant les TP. Et donc, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient aucune idée de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire plus tard. Ils étaient complètement perdus. Et ils étaient là, ouais, il y en avait qui voulaient arrêter, ce qui était aussi très très bien, ou se réorienter. Mais parce que justement, ils ne savaient pas trop où c'est que ça allait, puis ils me posaient beaucoup de questions. Donc, c'est là que je me suis dit, Insta, ça va peut-être pas suffire. Ça pourrait être aussi intéressant d'interviewer des scientifiques pour essayer de parler du parcours que les scientifiques ont et aussi de montrer pas juste... Alors, c'est vrai qu'à la différence, par exemple, de ce podcast-là, où vous, c'est vraiment après la thèse, de montrer ce qu'on peut faire après une thèse. Moi, c'était plus pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire en recherche, sans dire d'être forcément chercheur. Parce que, moi, j'ai fait le parcours classique, mais justement, je voulais montrer qu'il n'y avait pas que le parcours classique, licence, master, doctorat, postdoc. Et donc, qu'on pouvait aussi, après une licence, travailler. On pouvait faire, par exemple, technicien, ingénieur, entrepreneur. Enfin, voilà, il y avait vraiment un panel de métiers. Et donc, c'est là que j'avais cette idée. Donc, pendant toute ma thèse, j'ai mûri l'idée, j'ai travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, en cadeau de thèse, mes amis aussi qui m'ont vraiment... C'était que des cadeaux j'ai eu tout le matériel pour pouvoir faire le podcast. Et donc, voilà, j'ai fini ma thèse. Le mixeur, là. Comment t'appelles ça déjà ? Alors, un enregistreur. L'enregistreur, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il faut savoir que dans la partie préambule que vous n'entendez pas, vous, à l'audio, elle dit oui, j'ai pas mis le mixeur, machin, le mélangeur de son et tout, etc. Non, je rigole. Mais effectivement, du coup, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas. Donc. Non, je conseille aussi. C'est vrai que, après, ça reste un investissement. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, justement, en cadeau. C'était vraiment mon cadeau de thèse. Tout le monde savait que j'avais ce projet-là, que j'attendais de finir ma thèse parce que j'avais déjà beaucoup à faire. Donc, je voulais vraiment attendre d'être libre parce que j'avais le projet de thèse plus aussi l'Instagram aussi qui me prenait tout le design et tout. Donc, je voulais quand même progresser aussi là-dessus. Donc, j'ai tout appris en autodidacte, donc c'était aussi pas mal de boulot. Donc voilà, donc j'ai fait tout ça pendant la dernière année où j'ai tout appris. J'ai mûri mon projet, j'ai passé ma thèse et j'ai eu tout... je ne savais pas que j'allais tout avoir en cadeau. Moi, en plus, j'avais commencé à faire ma liste de tout ce qu'il fallait que j'investisse un peu, qu'est-ce qu'il fallait vraiment investir, qu'est-ce qu'il ne fallait pas, comment faire du montage. Et en fait, j'ai eu pas mal de cadeaux en projet de thèse, donc ça m'a pas mal aidé. Et puis, janvier, je lançais les premières interviews. Et donc, effectivement... Ça fait... Donc là, je suis à la 2e saison. Et effectivement, là, j'interviewe surtout beaucoup de métiers. Qu'on passe de personnes qui ont fait une thèse ou non. Et puis, l'objectif, c'est vraiment pour montrer... Alors, je ne rentre pas dans le détail scientifique. On ne parle pas du tout de science. Je ne parle pas de leur projet de recherche. Mais surtout, vraiment de leur parcours. Ils racontent un peu ce qu'ils ont fait du lycée jusqu'à l'heure actuelle, au moment où ils en sont. Et puis, vraiment, il y a des techniciens, il y a un directeur de laboratoire, les TS, voilà, vraiment beaucoup de métiers. Et puis, pour le moment, c'est très biologie. Contrairement à vous, où vraiment, vous êtes très large. Moi, pour le moment, c'est très, très biologiste. Je me suis élargie. Il y a un ingénieur de recherche qui travaille sur l'IA. Mais je commence à m'élargir. Mais voilà, pour le moment... Est-ce que les gens peuvent te contacter si ils ont des idées, qui voudraient participer au podcast, ou est-ce que tu les cherches toi-même ? Alors au début, je les cherchais moi-même. Maintenant, ça y est, je pense que j'arrive à un stade où les gens me contactent. J'étais contente quand la première fois on m'a contactée pour me dire j'aimerais bien passer dans ton interview ou j'aurais ça comme idée. Donc les deux. Mais ouais, non, carrément, moi, si quelqu'un a envie de parler, c'est pas où. Et qui a pas forcément fait une thèse et qui me dit j'aimerais bien montrer, mais plus mettre en avant mon métier, franchement c'est au contraire, vous êtes les bienvenus. Pour le moment c'est beaucoup français, mais ça va être aussi de plus en plus en anglais aussi. Il y a pour le moment 2 épisodes en anglais parce que mon réseau fait que je suis en Suède et que c'est aussi un réseau anglophone.
Et j'ai aussi une communauté anglophone qui attend, des fois, qu'on manque à que 2 épisodes en anglais et qui attendent aussi. Donc voilà, j'essaie de jongler aussi entre les 2 langues. Donc, voilà. Donc peut-être que ça va évoluer pour le moment. Je vais finir la saison 2 déjà, puis on verra ensuite. Et comment il s'appelle? Ah oui, effectivement, je n'ai pas donné le nom. Parce que moi, Alors, j'avais ça là dans un coin, je me dis, bon, quand même, ça va sortir tout seul, non? Comment il s'appelle? pas du tout. Voilà, comme quoi, moi, je me suis dit, on est sur votre podcast. Ah ben non, Non, pas c'est du tout. vrai Alors que là, la page Insta, ça s'appelle Basiologie. Et donc, c'est vraiment parce que c'est le nom, j'ai une auto-entreprise au nom de Basiologie, qui est vraiment le central de tout. Et en tant que donc basiologie, basiologie j'ai... en anglais, hein, juste pour parce que comme du coup on est en podcast, on peut pas Oui, écrire, c'est avec un Y à la fin. oui, c'est ça, c'est Et comme ça se prononce, mais avec un Y. Basilogy, c'est ça. Voilà. Et le podcast, c'est Recherche et vous. Donc, voilà, c'est sur toutes les plateformes. Et puis, si les gens, après, si vraiment ça les intéresse, je crois qu'ils trouvent à mon nom ou à Recherche et vous ou à Basiologie. Je crois qu'aux 3, en tapant Moi, un je des 3, tombe ça facilement devrait... avec basiologie, effectivement. Recherche et vous, juste, voilà, hein, pareil, pour être bien sûr, comme on ne peut pas montrer Oui. d'image, hein, c'est en 3 mots, c'est recherche et vous, qui est un jeu de mots. Évidemment, j'imagine, avec recherche et vous. Mais, Merci, je ne savais pas si mais c'était si oui, non, mais évident. bien sûr, non, mais quand même. En fait, en le Mais prononçant, on s'en rend compte. c'est Oui. ça. En fait, quand tu le dis vite aussi, tu t'en rends compte. Oui, Quand tu dis Oui. recherche et vous. les Voilà. Recherches et vous, ouais. Mais tout à fait. Non, mais en plus, c'était intéressant parce que moi, je l'avais découvert, je ne sais plus comment. Je crois que c'est via LinkedIn. Et Je pense que que c'était LinkedIn, en tout cas, ouais, que je tu pense m'as que c'est via contacté. LinkedIn que j'avais. Ouais, ouais. Et du coup, non, c'est chouette parce que quand tu disais on fait différent, en fait, c'est complètement croisé avec ce qu'on fait. C'est-à-dire que C'est ça. nous, c'est tu as un doctorat, quelle est la diversité des choses que tu peux faire après? Et toi, c'est quelles sont les différentes façons d'arriver au métier de la recherche. Donc, C'est ça, ouais, c'est c'est vraiment, voilà, intéressant, c'est très c'est croisé. vachement complémentaire parce que j'ai écouté aussi tous vos podcasts et puis moi, je rentre pas dans les mêmes détails non plus. Enfin, vous parlez aussi des fois surtout des projets, pas directement, enfin, vous parlez aussi d'un point de vue scientifique, ce que font d'un point de vue recherche au niveau des Oui. projets de recherche que moi, j'aborde pas du tout. Parce que sinon, les épisodes sont déjà assez longs, le temps d'aborder tout le parcours et d'entrer dans les détails. Donc, je trouvais que c'est ça que je trouve intéressant aussi avec votre podcast, c'est que c'est assez complémentaire dans les deux. Donc moi, ça permet aussi d'avoir de toutes les informations pour les étudiants, en tout cas les jeunes qui écoutent. Ils ont, puis c'est pas les mêmes domaines non plus. Moi, c'est vrai que pour moi, je suis très biologiste, donc ça permet aussi Oui. d'être plus large. Tout à fait. Parce que là, du coup, une des questions qu'on voulait te poser, là, on arrive déjà sur la fin de ce podcast, donc ça passe toujours très très vite. Et du coup, en gros, là, bon, ok, tu es à Londres, sans rentrer dans les détails techniques de la science que tu fais actuellement, c'est pas le sujet. Le sujet maintenant, c'est, ok, tu as fait une première année de postdoc, tu as cette Et- compétence de communication, on va dire, à ton arc, qui n'est pas, qui incombe pas forcément à tous les gens qui partent faire des postdocs ou qui veulent continuer en recherche. C'est quoi un peu la suite? Alors quand je dis c'est quoi la suite, c'est dans ton envie personnelle, pas forcément le fait que tu as encore un an de contrat ou deux de postdoc. Ça, à la limite, c'est bien si tu as beaucoup d'avance en termes de vision. Mais quel est ton objectif final? Est-ce qu'il a un peu évolué par rapport à ce que tu voulais faire au début, étant donné que tu fais quand même pas mal de vulgarisation, entre autres. On en est où, là, actuellement? Eh ben, toujours pareil. Non, c'est vrai que ça n'a pas trop évolué. Après, je suis assez quelqu'un qui va au jour le jour, c'est-à-dire qui prend les opportunités et qui réfléchit pas beaucoup non plus. C'est-à-dire que quand j'ai pris le postdoc pour la Suède, j'ai pas non plus cherché pendant des mois en me disant je vais changer de pays. Donc voilà, je prends ce qui vient parce que tout est intéressant. Mais moi, l'objectif à long terme, j'aimerais bien faire. Alors ça s'appelle PI, donc c'est professeur investigateur. C'est alors l'équivalent en France, parce qu'en France on n'a pas ça. C'est chef de laboratoire. Donc qui est pas exactement aussi pareil que chef de laboratoire en France. C'est en fait, il y a un chercheur qui a ensuite sa petite équipe, avec des postdocs, des doctorants et des étudiants. Donc moi, ça serait le chemin jusqu'à laquelle je voudrais aller. Donc voilà, pour le moment, je commence mon postdoc. On va déjà enchaîner, poursuivre avec d'autres contrats de postdoc et puis on verra. Puisqu'il faut des financements pour ça. Donc, en fait, c'est en fonction de si j'ai des financements pour pouvoir faire ça. Puis, comme tu dis, il y a la vulgarisation. Pour le moment, je ne suis pas non plus à plein temps là-dessus. Hein. Donc, on verra aussi où ça nous mène, si je continue, si au final, dans un an, je vais dire, bon, non, là, il faut que je m'investisse à fond dans mon projet de recherche, donc je ne peux plus continuer. Enfin, voilà, on verra. Je me laisse aussi couler avec les opportunités aussi qui se présentent. Ouais, mais tu as bien raison. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui font plein de projets et puis c'est stressant parce qu'ils veulent arriver à concrétiser leur projet et puis rien ne se passe comme on le prévoit dans la recherche. Donc, C'est ça. ouais, c'est une bonne façon de voir les choses.
Non, je pense qu'on peut pas prévoir de toute façon ce que fait la vie. Bah, comme je disais, j'ai fait ma thèse en transplantation et moi, c'était vraiment le projet de rester en transplantation. Et en fait, j'ai trouvé le postdoc en cancéro et bah, là, j'ai totalement viré alors que j'étais partie jusqu'à Poitiers pour faire de la transplantation. Et donc, en fait, j'ai carrément changé de thématique. Donc, bon, je pense qu'on peut pas prévoir... Voilà, je me mets pas de dire... parce que si je m'étais vraiment écoutée en me disant non, je veux vraiment rester en transplantation, bah, j'aurais peut-être encore continué à chercher, j'aurais peut-être pas trouvé et je serais peut-être restée fermée alors qu'en fait... j'ai découvert un nouveau domaine qui m'éclate tout autant, c'est hyper intéressant. Je travaille sur le cancer infantile en plus, donc avec des embryons. Donc j'en parle parce que j'en parle beaucoup aussi sur Instagram, donc ça intéresse beaucoup et c'est assez particulier et en fait c'est hyper intéressant. Donc chose que j'aurais pas du tout découvert si j'avais été restée fixée sur mon idée. Donc voilà, je me laisse porter. Bah, on a découvert la Suède, pour le moment on aime bien, puis on verra où la vie nous mène. Puis voilà, comme quoi, puis de toute façon la vie, on sait jamais aussi de quoi elle est faite, même d'un point de vue personnel, ça se trouve... on aura C'est aussi ça. aventures, difficultés plus tard qui fait qu'on devra changer. Donc, c'est vrai que voilà, c'est le conseil aussi que je donne souvent, genre de ne pas se laisser fermer sur quelque chose ou une idée, des fois, parce qu'en fait, des fois, de déprimer parce qu'une porte se ferme, parce qu'il y a toujours une autre porte qui va s'ouvrir et qui va être tout aussi intéressante. Donc, voilà, Mais il faut rester optimiste, quoi. c'est ça. Et du coup, Ben disait qu'on arrivait à la fin, vers la fin de notre podcast. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes, aux étudiants, aux jeunes chercheurs, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise ou que tu aimerais partager pour eux? Ouais, alors, tout à l'heure, j'en ai pensé à un, mais c'est pas quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors, quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise, ou en tout cas qu'on m'a dit et qui m'a aidé, c'était choisissez pas votre projet de thèse pour le projet, mais surtout parce que aussi en fonction de l'encadrement. L'encadrement est très, très, très important. Donc voilà, je me suis rappelé tout à l'heure, tu vois, là, quand tu disais est-ce j'aurais aimé qu'on me dise, c'était vraiment un conseil qu'on m'a donné et que moi, ça s'est super bien passé. Mon encadrement était top. Et en fait, je me dis toujours, choisissez aussi vos encadrements parce qu'en fait, votre projet, vous pouvez vous pouvez apprendre à l'aimer. Alors que l'encadrement, si ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Vous aurez beau adorer votre projet, ça se passera. Si ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Et puis sinon, sortez de votre zone de confort. Voilà, c'était ça aussi le conseil que je m'étais dit en tête. Sortez de votre zone de confort parce que des fois, on est bien dans notre zone. Beaucoup me disent « Ah, je sais pas comment tu fais pour être à l'étranger. Moi, je parle pas anglais. » Alors, quand on disait tout à l'heure que je suis partie aux Pays-Bas, je parlais pas anglais. Quand je suis arrivée aux Pays-Bas, j'étais en 3e année de thèse, j'avais une thèse à faire, des manifs à faire. Je suis arrivée aux Pays-Bas, on me dit « Bon, j'ai pas le choix maintenant. » Enfin, je parlais anglais d'un niveau master de français, quoi. Genre, c'était très mal. Donc, franchement, sortez de votre zone de confort. De toute façon, ça va le faire. Et puis, en fait, il y a toujours des belles choses qui se passent quand on sort de sa zone. Donc, c'est vraiment le conseil que je peux donner aux étudiants qui, des fois, n'osent pas oser. Franchement, faites et puis suivez votre cœur. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Tu vois? Ouais, mais c'est vrai. Et cette histoire de langue, là, Ah, ouais. alors, je l'ai peut-être déjà dit Mais dans un redis-le. podcast, il y a longtemps. Mais j'étais dans le même cas que toi. Hein. Je suis arrivée, mais même moi, c'était après la thèse. Je suis arrivée aux États-Unis. Déjà, je me suis demandé comment j'avais été recrutée parce que j'avais compris même pas la moitié de l'interview que je cherchais. Et en fait, quand tu es dans le pays, tu apprends. Donc, en 3 mois, tu arrives à dialoguer. En 6 mois, c'est fluide. Et il ne faut pas s'inquiéter avec ça. C'est juste les premiers mois où tu te mets un peu dans le jus, t'essayes, voilà. Après, il y a toujours des gens aussi pour aider, quoi. En fait, les gens, ils s'imaginent qu'ils vont être tout seuls. Des gens, ils t'aident. Donc, ça ne devrait pas être quelque chose qui bloque. Je pense que c'est aussi en France, on juge beaucoup. Enfin, en tout cas, à l'école, on est peut-être autour, on juge beaucoup le niveau et l'accent. Je me rends compte, moi, c'était quelque chose qui me bloquait parce que j'ai un accent français. Et un peu moins maintenant. Mais voilà, on est français. Tu parles à l'élite nationale, là, Perrine. Là, excuse-moi, mais là, avec l'accent du Sud que j'ai en anglais, je peux te garantir que tu parles à l'élite. C'est vrai que je sais pas. Non, mais c'est vrai que voilà, on nous jugeait beaucoup à l'accent. Moi, je sais qu'il y a des profs qui me le reprochaient. Ou une fois, je me rappelle, j'avais fait un oral et je devais dire kidney, donc ça en anglais, et on m'avait enlevé des points parce que j'avais bien improvisé, mais c'est juste que le kidney avait mal été prononcé et on m'avait mis une panne. Et j'avais été allée voir, je lui avais demandé, elle m'a dit t'as mal prononcé. Je dis, mais c'est pas le but. Enfin, ok, je prononce pas bien, mais je veux dire, j'ai un accent, quoi. Et en français, on est très, très fixé sur l'accent et les gens n'osent pas. En fait, à l'étranger, les gens s'en foutent. Ils jugent pas. Et puis, au contraire, quand tu dis, ils nous aident. Moi, aux Pays-Bas, je crois que j'ai autant appris parce que les gens, en fait, me reprenaient, mais gentiment. Ils ne reprenaient pas comme en France. Ah, t'as dit ça, c'est... Non. Franchement, je leur ai dit, n'hésitez pas à me refaire mes phrases.
Et en fait, ça m'a fait, en 3 mois, j'étais hyper à l'aise. Tant qu'on Et n'y moi, est pas j'étais hyper confronté, tu contente. as tout à fait raison. C'est ça. Et moi, Non, mais j'avais été oui. contente de partir pendant ma thèse parce que, comme tu dis, toi, t'es parti après. Donc, c'est ce qui me faisait peur parce que là, après, j'aurais été là pour faire un projet de postdoc, tout découvrir. Et donc, c'était une chance. Donc, si les étudiants peuvent aussi partir avant la fin des études, c'est aussi une grande chance. Rien que pour se rassurer, quoi, pour Ouais. voir que en fait, c'est possible de naviguer en n'étant pas complètement bilingue. Et puis, je trouve aussi dans les... Alors, je sais pas si c'est typique des États-Unis ou si c'est vrai pour d'autres pays, mais finalement, il y a plein de gens qui se disent « Ah, mais c'est génial d'apprendre une nouvelle langue, de connaître une autre langue. » Et ils sont... limite, ils trouvent ça, mais fabuleux qu'on arrive à parler un peu leur langue, quoi. Et donc, ils vont... plus aider encore, je trouve, parce que ils aimeraient, en fait, eux, pouvoir parler une autre langue. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça aide aussi. On m'avait dit de partir dans un pays anglophone. Là, je suis pas dans un pays anglophone, mais bon, en Suède, tout le monde parle anglais. Et en Ouais. fait, ça aide aussi parce que eux aussi, ils sont pas anglophones. Donc, des fois, ils galèrent aussi un petit peu. Et ça permet aussi de se sentir moins, pas nul, parce qu'on n'est pas nul, mais voilà, un peu mieux en se disant, bon, en fait, je suis pas la seule à galérer non plus. Voilà, les Suédois, même s'ils sont hyper bilingues, des fois, ils vont chercher leurs mots et ça permet de se dire, ouais, en fait, c'est partout pareil. C'est exactement ça. Non, ça, j'avoue que c'est vrai que c'est un bon conseil, un bon conseil assez concret sur l'anglais à donner parce qu'effectivement, Ouais. ça peut être un frein, en tout cas dans la tête, pour certaines et certains. Et clairement, et puis, alors ça, peut-être que je l'ai déjà dit, puis si je ne l'ai pas dit, tant pis. Partez du principe que le français en anglais, l'accent français, a été élu accent le Oui. plus sexy du monde. Donc Ah, à ils partir adorent. de là, même si vous trouvez que ça fait chelou, moi, ça fait 5 ans que je le sais plus que ça. Je trouve toujours que mon anglais, il est chelou, avec mon accent du Sud en plus en anglais. Autant vous dire qu'à chaque fois, on m'a dit waouh. Peut-être qu'on se foutait un peu de ma gueule aussi. Mais Il y a moyen. non, ça a été élu à. Voilà, je me rappelle plus de l'étude. Je crois que c'est Babbel qui avait fait cette étude. Donc Babbel, ils sont bien placés, c'est ceux qui apprennent les langues. Ou Duolingo, là, un des deux. Donc voilà. Mais enfin bref, n'ayez pas peur. Et effectivement, c'est plus facile de parler anglais à l'étranger parce que de toute façon, vous êtes obligés. Donc vous ne pouvez pas faire autrement. Ouais. Donc vous êtes obligés d'y aller. Et puis en plus, effectivement, si c'est pas des Français qui vous parlent, que ce soit des anglophones de base, soit des, je sais pas, italiens, Ouais. espagnols, machin, c'est beaucoup plus simple de se sentir en confiance, je trouve, même quand on est timide ou quoi. Ouais. Et concernant les encadrants, je trouve que tu n'es pas la première à nous le dire. Je pense que c'est quelque chose qui revient souvent parce que c'est totalement vrai, je pense. Et effectivement, je pense Ouais. que, bon, on en a déjà parlé avec Ben, mais nous, on était pareil. On n'a pas, disons qu'on n'a pas choisi un sujet vraiment particulier. Et au final, oui, bon, après, c'est un peu soit t'aimes pas, quoi. Mais bon. Oui. Ah ouais. Ouais, mais je Non, pense. mais c'est Alors, vrai. nous, c'est vrai que. Moi, j'ai eu la chance justement de pouvoir commencer en Master 2. Donc, si vraiment ça se passait pas bien ou je voyais que ça allait pas le faire. Oui, tu le je voyais pouvais aller avant, oui. Mais c'est vrai que c'est un conseil que je donne parce que moi, j'ai connu des gens qui ont vraiment et qui voulaient déjà ne pas se déplacer, ne pas changer de ville parce qu'ils voulaient forcément faire ce projet. Et ça matchait pas très bien avec les encadrants. Et au final, la thèse ne passe pas bien parce que l'encadrement n'est pas là. Oui. Alors que moi, ça s'est super bien passé. Et je dis pas que ma thèse s'est passée comme. Voilà, j'ai dû partir aux Pays-Bas parce qu'on a eu des galères. Mais en fait, j'étais tellement bien encadrée que toutes les galères que j'ai eues pendant ma thèse ne m'ont pas dérangée, ou en tout cas, j'étais très bien. Et donc, c'est l'entourage. Hein, voilà, c'est comme c'est pas faux. On travaille pendant 3 ans avec ces personnes-là. C'est comme ça dans notre entourage. Si on n'est pas soutenu dans notre entourage, le moindre problème est plus compliqué à affronter. Donc ouais, non, c'est très, très important. Ouais. D'ailleurs, j'ai un dernier conseil. Après, j'arrête. Ah, avec mais les c'est le conseils. podcast des conseils, on va l'appeler comme ça. Mais non, mais parce que je réfléchissais à ça l'autre jour. Il y a un truc qu'on oublie souvent quand on candidate, que ce soit en doctorat ou en postdoc, mais souvent sur les pages web des équipes, des labos, etc., il y a un alumni avec des gens qui ont travaillé dans les équipes, etc., et ça ne coûte rien de les contacter pour savoir comment ça se passe Ouais. dans l'équipe avant d'y aller. Et Ouais. je pense que ça, beaucoup de gens n'osent pas le faire, alors qu'en vrai, je pense que Ouais. ça devrait être la base. Et moi, pour l'anecdote, ma chef actuelle, à chaque interview, on rencontre aussi l'équipe. Donc moi, quand j'ai fait mon interview, j'ai eu un interview avec ma chef et ensuite j'ai eu un one-to-one avec chaque membre de l'équipe, ou en tout cas les personnes Ah, c'est bien. principales avec qui je vais être en Ah ouais. relation, qui ont eu, eux, leur mot à dire, de dire est-ce que ça match ou pas, d'un point de vue personnel, hein, pas forcément d'un point de vue de mes compétences, mais est-ce qu'en tout cas ça ira ou pas. Et là, pareil, on a fait des interviews et on est tout le temps en relation. Ensuite, on discute, donc la personne nous présente ses travaux. Et ensuite, on discute avec directement la personne pour voir si ça se passe bien, si la personne, voilà, même d'un point de vue personnel, si ensuite avec l'équipe, ça matchera bien avec la personne.
Et aussi, voilà, s'il y a d'autres des après-thèses qui nous écoutent, je conseille parce que franchement, c'est super bien. Moi, j'avais vraiment apprécié de rencontrer l'équipe avant d'arriver, de savoir où j'allais et de me dire, ouais, en fait, j'ai super bien parlé avec tout le monde et du coup, j'étais déjà moins stressée et de me dire, ça va bien matcher. C'est aussi une des décisions parce que j'avais eu plusieurs choix et c'est une des raisons de pourquoi aussi j'ai pris ce poste parce que ça c'était, voilà, je savais bien, au niveau des discussions, ça s'était bien passé. Et là, tu vois, pour avoir fait, ensuite d'avoir été de l'autre côté, d'avoir fait d'autres interviews, c'est super intéressant. Ça évite, voilà, au candidat d'aller contacter directement ce que les gens ne font pas forcément. Et même pour le candidat, ça permet aussi lui de se faire une idée de où est-ce qu'il débarque, mine de rien. Ouais, C'est vrai que complètement. ce brisage de glace, c'est pas mal. Avant Ouais. un poste, avant une embauche, un postdoc ou Ouais, autre. franchement, C'est vrai que... cette méthode, je Non, ça, conseille. c'est vrai que c'est chaud. Je- C'est vrai que c'est... Là, j'avoue que c'est pas mal. En tout cas, merci beaucoup, Perrine, pour... Avec plaisir. Merci beaucoup toutes les deux déjà de base pour tous ces conseils. Là, on a fait la liste. Mais sinon, plus sérieusement, merci beaucoup Perrine en tout cas pour ce partage d'expérience. Merci, on espère que ça t'a plu et que, en vrai, sérieusement, que ces conseils seront tenus parce que vraiment, ça c'est... Autant il y a des conseils, des fois on n'a pas l'expérience avec ces sites forcément, donc voilà, on suit ce que les gens disent. Autant là, vraiment, clairement, on les partage à 200% parce qu'on a exactement les mêmes expériences que toi. Donc voilà. Merci beaucoup Perrine. Avec plaisir. Merci beaucoup. On espère que ça t'a plu. On te retrouve sur... Non, Oui. mais c'est très bien. On te retrouve sur ton podcast. Tu rappelles l'intitulé de la page Instagram et du podcast, s'il te plaît. Alors, la page Insta, c'est Basiologie, où on me Avec retrouve un Y. aussi sur LinkedIn, avec un Y. Et sinon, le podcast, c'est Recherchez-vous. Donc, pareil, n'hésitez pas à me contacter s'ils ont quelconque question. Je suis tout à fait ouverte à répondre. Ce sera avec grand plaisir. Impeccable. C'est super. Merci beaucoup. Recherchez-vous en 3 mots, encore une fois, j'insiste. Cécile. Oui. On se retrouve pour un prochain épisode, du coup. Tout à fait. Merci très bien. Perrine, merci Ben. Merci et à beaucoup. très bientôt. À bientôt.